Un réseau PET est un outil graphique de gestion de projet constitué de nœuds et d'arêtes. En fonction des rôles qu'on peut donner à ces constituants-là, on distingue deux types de réseaux PET. Le réseau PET potentiel tâche, qui est le plus usuel et le plus flexible. Et ensuite le réseau PET potentiel étape, où les nœuds du réseau représentent les différentes étapes du projet. Voilà, pour construire un réseau PET, nous passerons par trois étapes. La première étape, c'est la construction d'une matrice d'antériorité et de niveau. Cette étape n'est pas obligatoire. Si vous avez une autre astuce pour la contourner, tant mieux. La seconde étape sera la construction du graphe elle-même. Et enfin, l'exploitation. Parce qu'on ne construit pas un graphe pour construire. Il faudra pouvoir en déduire les conséquences qui s'imposent. Voici donc un projet de 9 tâches pour lesquelles nous allons construire un réseau PET. Voilà un peu à quoi ressemble une matrice d'antériorité. Sur la première ligne là, de même que sur la première colonne, j'ai l'ensemble des tâches. Et comment je dois la remplir? Alors, si vous vous rappelez du tableau récapitulatif sur les antériorités, je prends par exemple la première ligne là. A, la durée 5, antécédent D. En d'autres termes, ça voudrait dire quoi? Que pour faire D, pour faire la tâche A, je dois d'abord faire la tâche D. C'est ce qu'on entend par antériorité. Donc, en revenant ici, je dois matérialiser ça en mettant un 1 là. Pour dire que D est un antécédent de A. Alors, pour faire A, il faut avoir fait D. Et ceci doit être fait pour chaque ligne du tableau. Si je passe à la seconde ligne là par exemple, pour faire B, il faut avoir fait G. Je reviens là. Pour faire B, il faut avoir fait G. Je dois mettre un 1 là. Et ainsi de suite. Bon, et pour finir là, A est un antécédent de I. Je reviens là. I, je vais mettre un 1 là. Bon, je pense que la lecture est assez simple. Pour faire I, il faut avoir fait A. Je reviens à une seule ligne par exemple. Pour faire F, il faut avoir fait E et I. Ainsi de suite. Bon, maintenant, comment déterminer les niveaux? Là, ça paraît bien simple. Pour déterminer par exemple les tâches du niveau 1, je vais faire la somme des éléments là qui sont là, des 1 qui se trouvent sur la ligne. Voilà, ici, ça va faire 1. Ici, c'est vide, ça fait 0. Ici, ça fera aussi 1. Là, 1. Ici, 0. 2 là. 2 aussi ici. 0 là. 1 et 1. Alors les tâches du niveau 1 sont celles qui ont les 0. Donc par exemple si j'ai un 0, ça veut dire que la tâche D est une tâche du niveau 1. Je vais la positionner là, D. Et il y a un deuxième 0 qui est là. Et G aussi est une tâche du niveau 1. Et là je vais passer au niveau 2. Donc là pour les deux points du niveau 1, je vais supprimer les colonnes correspondantes. Par exemple pour D, je vais supprimer les 1 qui se trouvent dans la colonne de D. Et même scénario pour G. Et puis je vais recommencer le travail de tout à l'heure. En me rappelant que D et G sont déjà pris, donc je peux les éliminer même d'ici. Pour ne pas les reprendre deux fois. Donc je recommence le même travail, je vais faire la somme au niveau de C là. Bon, je commence au commencement. Au niveau de A, ça va faire 0. Au niveau de B, 0 encore. Au niveau de C, 1. Au niveau de... là c'est vide, ça veut dire qu'on avait déjà pris. Au niveau de
E, ça va faire 1. Au niveau de F, ça va faire 2. Au niveau de... Là, on a déjà appris aussi. Et au niveau de H, ça va faire 0. Au niveau de I, ça va faire 1. Et évidemment, les tâches du niveau 2 sont les tâches où il y a 0. Je regarde ici, par exemple, il y a un 0. Là, ça veut dire que A est une tâche du niveau de même ici. B est une tâche du niveau de... on avait 0 là. Et voilà. B est une tâche du niveau 2. Et même scénario, le dernier point ici, H aussi. Et je fais comme tout à l'heure. Ça veut dire que pour les points A, B et A, je vais supprimer les colonnes et puis refaire le compte. Là, j'arrive au niveau 4. Il ne reste plus que la tâche F avec ce 0 là. Donc, c'est la dernière tâche ici, la tâche de niveau 4. Dans récapitulatif, D et G sont les tâches du niveau 1, A, B et H les tâches du niveau 2, ainsi de suite. Voilà donc un petit tableau récapitulatif. Tâche du niveau 1, il y a D et G, tâche du niveau 2, A, B, H et ainsi de suite. Donc voilà quelques petites conventions que nous avons adoptées pour la construction d'un diagramme PL potentiel et étape. Alors chaque étape sera matérialisée par un carré, comme vous le voyez là. Ici, avec date au plus tôt, date au plus tard et le numéro de l'étape. Donc voilà, nous allons commencer par un diagramme potentiel étape. Et comme on l'a dit tout à l'heure, chaque étape est matérialisée par un carré. Ici on a le nom de la tâche. Ici on aura la date au plus tôt et là la date au plus tard. Alors je me sers en général du tableau des niveaux là pour représenter mon graphe sagittal en fait. Alors au niveau 1, je dois avoir les tâches D et G. Si vous voyez, si je reviens là, au niveau les premières tâches D et G, vous voyez, c'est pratiquement sur la même verticale. Je reviens là. Au niveau 2, on a les tâches A, B et H. Au niveau 2, les tâches A, B et H. Évidemment, en tenant compte des antériorités. La tâche D est antérieure à A. Comme on peut le voir ici, la tâche D est un antécédent de A. La tâche G est un antécédent de B. Si on revient sur le graphe, la tâche B est un antécédent de G. Ce qui est matérialisé par cette succession. Et évidemment, je vais passer au niveau 3 pour représenter les tâches C, E et I. Et justement, à ce niveau, il y a une petite difficulté. C'est pour ça que je tenais à vous la montrer. Alors, je vais donc commencer par représenter la tâche I. D'après le tableau, la tâche I a pour antécédent A. Donc, je reviens dans le graphe. La tâche I a pour antécédent A. Donc, je vais la positionner là. La tâche I. Ensuite, la tâche C qui a pour antécédent B. Je vais la positionner ici. C. Et finalement, la tâche E. La tâche E qui a pour antécédent G et H. Alors, quand je reviens au niveau du tableau, G et H. Donc, normalement, je dois la positionner et la tâche E là. Vu que c'est une tâche de niveau 3, il doit être sur la même verticale. Et maintenant, il doit m'arranger à ce que G soit un antécédent à E. Donc, j'ai créé une tâche fictive ici là. Évidemment, ce trait en pointillé représente la tâche fictive qui fera de G un antécédent de E. Sans que H ne soit un antécédent de B. Voilà, c'est nécessaire de le souligner. Voilà, maintenant il faut positionner la tâche F. La
tâche F qui a pour antécédent E et I. Évidemment, dans une situation comme celle-ci, il faudra donc réunir ces deux nœuds pour mettre F à la suite. Voilà, on obtient donc quelque chose comme ça. Et puis, il faudra aller à l'étape finale parce qu'après F, il n'y a plus d'autres niveaux. Ça voudrait dire que ce nœud est le nœud final aussi, qui viendra quelque part là. Bon, là, il ne manque plus qu'à mettre les durées des tâches. Ici, il peut mettre la durée de I, qui est de 6. Vous pouvez vérifier ça après. La durée de E, qui est de 2. La durée de C, qui est de 5. Et la durée de F, qui est de 4. Et puis numéroter les étapes. Il faudrait juste vous arranger à ce que deux étapes n'aient pas la même numérotation. Voilà. Alors pour que ça rentre, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Calcul des dates au plus tôt. Alors pour la première étape, ça ne pose pas de problème. La date au plus tôt, c'est 0. Date de début du projet. Alors maintenant, si je devais m'attaquer à l'étape 2, je vais commencer par répertorier toutes les tâches qui arrivent sur cette étape là. Et ici il n'y en a qu'une seule, c'est la tâche D. Et là le problème ne se pose pas. Pour avoir la date au plus tôt ici, je fais 0 plus 4, c'est-à-dire que la date au plus tôt, la date au plus tôt précédente plus la durée de la tâche. Ici je vais mettre 0 plus 4. Alors j'aurai 4 ici. Si je passe à l'étape 3, même scénario, je répertorie toutes les tâches qui arrivent sur l'étape 3. Et puis à partir de je vais calculer les dates plutôt précédentes, ici qui est 0 plus 3, j'aurai ici 3. Date plutôt à l'étape 4, même scénario, il y a une seule tâche, je vais faire donc 4 plus 5, ici je vais avoir 9. Alors si je passe à l'étape 5, ici il y a deux tâches qui arrivent sur l'étape 5. Pour chacune d'elles, je vais calculer la date au plus tôt. Alors si je me tiens compte de la tâche H, j'aurai 4 plus 2. Ça va faire 6. Je note ça là à côté. Et si je tiens compte de la tâche fictive qui a pour durée 0, il faudra le noter. Ici, il va y avoir 3 plus 0, il va y avoir 3. Et normalement, la date au plus tôt qui ira ici sera le maximum entre ces deux là, donc 6. Alors même scénario à l'étape 7, je reporterai les deux tâches qui arrivent sur cette étape là, et pour chacune d'elles je fais les calculs. Et pour la tâche I, j'aurai 9 plus 6, ça va faire 15. Et pour la tâche E, je vais avoir 6 plus 2, ça va faire 8. Et comme on disait tout à l'heure, il faut prendre le maximum des deux. Le maximum c'est 15, c'est ça qui va se retrouver ici. Voilà, en procédant ainsi de suite, on a les différentes tâches plutôt. Et le 19 qui est ici, à la dernière étape, représente la durée du projet. On calcule maintenant de la date au plus tard. Je rappelle que cette date est calculée de telle sorte que la durée du projet reste la même. C'est pour ça qu'on va reporter 19 à ce niveau.
Et à partir d'elle, on va calculer les dates au plus tard. Ici, par exemple, je vais répertorier, pour calculer la date au plus tard, ici, répertorier les tâches qui sortent. Voilà, c'est celle qui est en rouge là. Et pour calculer la date au plus tard, je prends la date au plus tard suivante. Je soustrais la durée de la tâche et je positionne. Donc ça va faire 19 moins 4. Ici, j'aurai 15. Même scénario à l'étape 5 que je répertorie toutes les tâches qui sortent pour avoir la date au plus tard ici. Je vais faire 15 moins 2. Donc ça va faire 13. À l'étape 2, même scénario, je répertorie les tâches qui sortent. Et à partir d'elles, je calcule pour chacune d'elles la date au plus tard. Par rapport à la tâche A, j'aurai 9 moins 5. Ça va faire 4. J'ai la note à côté. Par rapport à la tête H, ça va faire 13 moins 2. 13 moins 2, ça va faire 11. Évidemment, des deux, il faudra prendre le minimum. Le minimum ici qui est 4. Bon, à l'étape 3, même scénario. On répète les tâches qui sortent de cette étape. Il y a B et la tâche fictive. Et pour chacune d'elles, on fait les calculs. Au niveau de B, j'aurai 14 moins 2. Ça va faire 12. Au niveau de la tâche fictive, je vais faire 13 moins 0. On aura 13. Et évidemment, il faudra prendre le minimum des deux, ici qui est 12. Ouais, et on procède ainsi de suite. Et évidemment, à la fin, d'avoir la date au plus tard de l'étape numéro 1 qui donne 0. Voilà. Dans le cas d'un père potentiel tâche, on aura la configuration suivante. Chacune sera représentée par un carré comme celui-ci. Et les positions que vous avez là. En marge totale, début au plus tôt, durée de la tâche, et ainsi de suite. Bon, maintenant nous allons nous pencher sur les diagrammes potentiels tâches. Ici, les nœuds représentent les activités, voilà les tâches. Et un nœud sera représenté par un carré comme celui-ci. Là, j'aurai le nom de la tâche, là la durée de la tâche. Et ces lignes, les dates au plus tôt, début au plus tôt, fin au plus tôt. Ici, de verticale, les dates au plus tard, début au plus tard, fin au plus tard. Ici, la marge totale, là la marge libre. Et ici, il y a un positionnement qu'on n'utilisera pas. Il est souvent réservé à l'écart type. Alors, comme je disais, c'est assez simple. Ici, j'ai les tâches du niveau 1, D et G. Ensuite, les tâches du niveau 2, A, G et B. Et les axes représentent les relations d'antériorité. D est antérieur à A, D aussi antérieur à H. G antérieur à B, ainsi de suite. Donc après les tâches du niveau 3, ils sont là. Vous regardez que pour la tâche E, il n'y a pas vraiment à représenter une tâche fictive pour les antériorités. Les tâches antérieures à E sont H et G. Ça se représente un peu plus facilement. Et là, il ne reste plus qu'à s'arranger à ce que le projet ait un début et une fin. Donc voilà donc le diagramme potentiel tâche. Bon, quelques petites modifications pour rendre le calcul un peu plus harmonieux. On va essayer de remplacer, en fait, de créer une tâche début et une tâche fin. Les deux sont de durée nulle.
ce ne sont pas des tâches à proprement parler. Alors pour calculer les tâches, les dates au plus tôt, le début du début, c'est le début du projet, on mettra 0. Et ici on aura ici la fin au plus tôt. Pour avoir cette date de fin au plus tôt, vous prenez le début au plus tôt auquel vous additionnez la durée de la tâche et vous positionnez. Donc ça va faire 0 ici, une fois de plus. Alors pour une tâche suivante, comme la tâche D par exemple, le début au plus tôt ne peut être que la fin au plus tôt de l'autre tâche. Donc la valeur qui ici, je vais la rapporter là. Donc ça va faire 0. Et puis évidemment, la fin au plus tôt de la tâche T, ça va faire 0 plus 4, ici il serait à 4. Même scénario ici pour G. Le début forcément c'est la fin de l'autre. Et puis pour avoir la fin de la tâche, la fin au plus tôt de la tâche D, de la tâche J, je fais 0 plus 3, et je me retrouve là avec 3 fois de plus. La tâche A par exemple, justement je pars d'ici avec 4. Et 4 plus 5 ça fait 9. C'est-à-dire que la fin au plus tôt 9, ainsi de suite. Bon, pour la tâche E, il y a une petite particularité parce qu'il y a deux axes, elle a deux relations d'antériorité. Alors pour avoir la date au plus tôt, je prends le maximum des dates au plus tôt. Ici j'ai 6, là j'ai 3. Donc la date au plus tôt ici sera 6, je prends le maximum. Même scénario pour la tâche F, deux relations d'antériorité, il y a 15 et 8, il faut prendre le plus grand, donc ça va faire 15 ici. Et 15 plus 4, ça va faire 19. Ok, voilà pour les tâches, les dates au plus tôt. Évidemment, comme tout à l'heure, les dates au plus tard sont calculées et dans l'optique de ne pas changer la fin, la durée du projet. Donc la valeur C qui représente la fin du projet, on va la reporter ici. Ça sera la fin au plus tard de la même tâche. Donc ici on va la positionner 19. Et pour avoir le début au plus tard, vous faites 19 moins et la valeur qui se retrouve là. 19 moins 0, ça va faire 19. Ok. Alors, par exemple ici, elle a une seule tâche qui suit. Donc la valeur au plus tôt. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà pour calculer la date fin au plus tard. Ici, la tâche F n'a qu'une seule relation de postériorité. Dans la valeur qui est ici, vous la rapportez là. Donc ça va faire 19. Et pour avoir le début au plus tard, vous faites 19 moins 4, ça va faire 15. Le même scénario pour la tâche C, qui n'a qu'une seule relation de postériorité. Ça veut dire que la date de début au plus tard va devenir la date fin au plus tard de C ici. On va positionner 19. Et 19 moins 15, moins 5, ça va faire 14. Voilà, il vaut mieux signaler un cas comme celui-ci. La tâche G a deux relations de postériorité. Et pour calculer la date plus tard, on prendra le minimum. Ici, on a 12, là on a 13. Le minimum, c'est 12, c'est ça qui revient là. Et pour calculer la date début au plus tard, on va faire 12 moins 3, ça fait 9. Même scénario pour D. On a deux relations de postériorité avec les dates début au plus tard 11 et 4. On va prendre le minimum qui est 4. Et puis la différence ici, ça fait 0. Bon, évidemment, les calculs sont faits. Bon, maintenant on va voir comment on calcule la marge totale. C'est la différence entre la date début au plus tard et la date début au plus tôt. Ou encore la date fin au plus tard et la date
fin au plus tôt. Voilà, pour la tâche D par exemple, je vais faire 0, cette valeur-ci, moins celle-ci. Ça me donne 0. J'aurais pu faire cette valeur, moins cette autre. J'aurais aussi eu 0. Et même ici, la différence va encore donner 0. Ici, pour la tâche H, la marge totale, je fait 11 moins 4, ça fait 7. Et quand j'aurais pu faire 13 moins 6, j'aurais trouvé 7 encore. Bon, il faudra rappeler que la marge totale est le retard maximal que peut prendre une tâche donnée. Évidemment, si une tâche prend ce retard, ça va empiéter sur les autres marges totales. Je prends par exemple la tâche G. Elle va prendre un maximum de retard de 9 jours. Et si elle a pris ce retard de 9 jours, la tâche B ne pourra plus. On ne pourra plus faire des retards de 9 jours sur la tâche B. Et là, en ce moment, on sera obligé d'empiéter sur la fin du projet. Bon, maintenant, on va calculer la marge libre, qui correspond là au retard que peut prendre une tâche sans perturber le début au plus tôt de la tâche suivante. Alors, si elle commence avec la tâche T, qui présente déjà une petite difficulté, ce sera égal à quoi? Vous prenez la date début au plus tôt de la tâche postérieure, de la tâche suivante, ou vous enlevez début et la fin au plus tôt de la tâche dont vous voulez calculer la marge libre. Donc par exemple ici, il y a deux nombres à calculer. Le 4 moins 4 là, qui fait 0. 4 moins 4 qui fait 0. Et vous prenez le minimum, ça va faire 0 là. Ici par exemple, il y a aussi deux nombres à calculer. Je fais 3 moins 3, ça fait 0. Bon, le minimum sera forcément 0. Donc, je ne cherche même pas à calculer l'autre. Ici, j'ai une seule possibilité. Ça va faire 9 moins 9, ça va faire 0. Ici, une seule possibilité. Ici, 6 moins 6, ça fait 0. Ici, 15 moins 8, 7. 15 moins 15, 0. Ici, 19 moins 10, ça fait 9. Voilà le résultat. Donc vous allez remarquer qu'il y a un ensemble de tâches là. D, A, I et F. Ouais, D, A, I et F pour lesquels la marge libre, le chiffre en rouge, est égal à 0. Alors cet ensemble de tâches là forme ce qu'on appelle le chemin critique. Aucune de tes tâches ne doit accuser un retard, sinon il y aura un impact direct sur la fin du projet. Et maintenant, pour une meilleure compréhension entre la marge libre et la marge libre et la marge totale, je prendrai comme premier exemple la tâche H. Ici, la marge totale est de 7. Ça veut dire que la tâche H peut accuser un retard de 7 jours dans l'exécution, sans que ça ne nuise à la durée du projet qui est de 19. Mais par contre, lorsqu'elle accuse un retard, ici on a la marge libre qui est de 0. Lorsqu'elle accuse un retard même d'un seul jour, ce retard aura un impact sur le début de la tâche suivante. Bon, pourquoi on prend un autre cas un peu différent? Je prendrai la tâche E par exemple. Une marge totale de 7 jours. Pour cette tâche aussi, on peut accuser un retard de 7 jours sans que ça ne nuise à la durée du projet. Par contre, cette même tâche peut accuser un retard de 7 jours sans que ça ne nuise au début de la tâche F. C'est ça que représente le 7 jours, le 7 en veille qui est là, qui est la marge libre. Bon, je crois que c'est assez clair. Même scénario poussé, qui peut accuser un retard de 7 jours, de 9 jours, sans que ça nuise à la fin du projet. Merci pour votre attention.